nous on fait pour changer aujourd'hui, ça? pour faire changer ça, on doit C'est ça, en être fait. unis. Et en fait, l'unité à proprement dite, pourquoi j'ai pris Comment c'est dans la l'exemple communauté? des Juifs, c'est qu'aujourd'hui, l'argent chez les Juifs ne sort pas avant qu'elle ait touché 7 mains. C'est un principe. Pour eux, ils l'ont mis en place. C'est-à-dire Et qu'ils ont c'est vrai ce que tu dis, en réfléchi plus. à quelque chose qu'ils ont mis en commun pour pouvoir sortir de cet état d'esprit qu'il s'est passé quelque chose de négatif et aujourd'hui, on veut s'en sortir. Et leur unité, c'est basé sur des Moi, je principes. suis d'accord avec Simplement, qui disent qu'il faut simplement, juste se connaître, en fait. simplement, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on ressasse des choses qui ne Exactement. sont pas liées à des choses qu'on devrait faire. Tout simplement. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc. Il a dit comment les Noirs pourraient-ils être solidaires sans se connaître eux-mêmes. Apprenons à nous connaître et à connaître notre histoire. Moi, je pense que ça passe par là, en fait. Et il y a quelqu'un qui avait dit une fois, et ça m'avait tellement choqué, il avait dit, si tu veux cacher la vérité à un Noir, mets-le dans un livre. C'est pour dire que moi, je pars du principe aujourd'hui que si, Dieu merci, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a des Noirs qui font l'effort de se cultiver. Et tout, même si dans les livres, il n'y a pas tout, mais je pense qu'on a la chance d'avoir eu certains auteurs. Moi, en ce moment, je suis à fond. J'ai acheté une bibliothèque comme ça, des livres de Cheikh Anta Diop, parce que je me dis, si je pars Black Love, je dois pouvoir prouver à un Antillais que pour lui, pour un Antillais, il est similaire à moi qui viens de l'Afrique, parce que on a des civilisations culturelles qui sont communes. Et déjà, le simple fait on ait des civilisations communes, ça, quelque part, ça crée une certaine unité, parce qu'on l'a compris aujourd'hui que la seule manière de devenir autant solidaire que le peuple juif aujourd'hui, ça passe par l'unité, autant que les Chinois le font, autant que... Et malheureusement, la question c'est aujourd'hui, parce que c'est facile de dire que qu'est-ce que le noir fait pour être uni, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi pour qu'il ne le soit pas? C'est ça la vraie question en fait. Qu'est-ce qu'on ne le fait? Moi, je te dis, je suis allée en Afrique du Sud, je te donne un exemple tout bête. J'ai parlé avec, parce que moi, quand j'ai dit aux gens, je vais en Afrique du Sud, on m'a dit, Natacha, vas-y pas, c'est super dangereux l'Afrique du Sud. On m'a dit la même chose. Non, mais écoute, hein, écoute, on m'a dit c'est très dangereux, machin, machin et tout. Tu sais quoi, je suis allée en Afrique du Sud, je connaissais personne. J'ai pris mon sac, je suis descendue à Johannesburg, j'ai pris un petit truc et tout. Je me suis promenée en Afrique du Sud comme je me promène au Cameroun aujourd'hui. J'allais dans des endroits en faisant attention de près. Je n'ai eu aucun problème. Bien au contraire, les gens me confondaient parfois une Sudaf. Et le jour que je me suis assis pour parler avec un ancien, un vieux que j'avais rencontré quand je suis allée voir la maison de Mandela, il m'a dit un truc, il m'a dit, vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui dans les... regarder. Ce qui se passe aujourd'hui dans les journaux et tout, est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est pas normal parce que quand tu prends l'Afrique du Sud aujourd'hui, s'il te plaît, la plupart des endroits sont achetés. Tu as les Anglais, tu as les Américains, tu as tout le monde qui investit en Afrique du Sud en fait. Sauf les Africains. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur en fait qui est liée à la xénophobie, à tout ce que en fait les médias nous montrent. Et du coup, on a peur d'aller investir là-bas. Et pourtant, quand tu arrives en Afrique du Sud, tu regardes l'Afrique du Sud, tu dis mais c'est une dinguerie. Et c'est accessible au niveau de l'immobilier. C'est accessible. Avec un 50 000 euros, tu peux. Mais aujourd'hui, on nous fait tellement peur. Ça, c'est surtout vraiment dans notre communauté et c'est surtout les métis d'Afrique, en fait. C'est vraiment je trouve que c'est vraiment les Africains qui ont cette vision et qui sont nés et qui ont grandi en Afrique et qui connaissent les métis d'Afrique, qui ont cette vision de la femme métissée. Mais forcément, naturellement, depuis toute petite, j'entends ça. Par exemple, il y a une phrase qui m'a choquée. J'avais 4 ans quand j'ai entendu ça de la bouche de mes tatas, mais toute mon enfance, j'ai entendu ça. C'est que je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Par exemple, on dit tout le temps, je les entendais dire à ma tata, ah, toi, tu as eu des enfants métis, fais attention, eux là, si c'est le garçon, il finit voyou, drogué, si c'est la fille, elle finit prostituée. Et ça, c'est quelque chose, j'ai entendu ça toute mon enfance. Pas que par la bouche de mes tantes, mais c'est la réputation des métis en Afrique. Je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux qualifier ça, coller une étiquette comme ça, juste pour une question de couleur de peau? Mais l'origine vient d'où, en fait? Bon, on va pas refaire l'histoire avec l'esclavage et on sait qu'on avait une certaine place, mais on va pas se mentir que ça a eu une répercussion et même la colonisation, ça a eu une répercussion. Si par exemple je prends le cas en Côte d'Ivoire, parce que moi cette cause en fait m'intéresse forcément puisque c'est mon identité aussi, je comprenais vraiment pas parce que surtout que moi Cindy, je suis pas du tout déjà ce genre de fille, mais absolument pas. Ça c'est vraiment une grâce, mais j'ai jamais été la fille à homme, etc. Donc à première vue, quand les gens même, on se retrouve avec des amis et tout, et surtout comme les gens savent que je suis mannequin, il y a aussi le cliché de mannequinat, jolie fille. Donc, ils s'attendent forcément à ce que ce soit une fille, qui se la raconte, qui n'a pas le temps, etc.
Et souvent, quand j'échangeais avec les gens, à chaque fois, ça sortait de « Ah, mais toi, tu es différente des autres métisses. Je pensais que tu te la racontais, mais… » Et à chaque fois, je leur disais, c'est quand même triste. Est-ce que tu te rends compte qu'inconsciemment, ta première réaction, même mes amis, même mes très bonnes amies aujourd'hui me disent ça. Je dis, est-ce que vous vous en rendez compte que votre première réaction a quand même été que forcément, elle se la raconte. C'est pas normal. Et moi, quand j'ai eu à creuser, en tout cas pour comprendre pourquoi il y avait cette réaction en Afrique, c'est là où j'ai réalisé qu'en Afrique de l'Ouest, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, personne n'en parle. C'est maintenant qu'on commence à en parler, mais c'est là où il faut s'intéresser à son histoire et faire des recherches. Mais en fait, au temps de la colonisation, quand les Français sont venus, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est tous les Français, il y avait les Belges, etc. Quand ils sont venus, forcément, il y a eu des unions entre colons et puis les femmes africaines. Il y a eu des petits métis qui sont nés. Et à cette époque-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'amour qui s'est fait des deux, mais il y a aussi eu beaucoup de viols aussi. Ça ici, il faut le dire. Parce non, que exactement. Quand je parlais... C'est ce que je dis. Il y a eu justement beaucoup de viols. Enfin, là, je veux pas forcément, je veux pas parler en fait de comment ces enfants sont nés, mais je veux dire que où vraiment j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on collait cette étiquette aux métis essentiellement d'Afrique. C'est que j'ai vraiment même interviewé en fait des personnes métissées âgées, hein, ont 80 ans et autres, donc ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit qu'en fait, qu'est-ce qui se passait quand il y avait ces unions-là? On a arraché en fait les enfants issus donc du métissage. Donc clairement mon métissage blond-noir. Si j'étais née à cette période, on m'aurait arraché par exemple de ma mère ivoirienne et on m'envoyait dans un foyer spécialement pour les métis en fait. Et seulement que mes parents colons là, donc mon père par exemple, il retournait en France et puis il venait faire sa vie avec sa deuxième famille ici s'il en avait. Et toi en fait l'enfant métis, t'es biaisé. C'est comme si on te déracine en fait, on te rejette. On vient te prendre de chez ta mère donc africaine. On te laisse dans le pays, mais on te met dans un internat catholique et tu as une éducation spécialisée. 100% spécialisée à la française, soi-disant religieuse, mais en fait, non, c'est pas du tout religieux. Ça, c'est vraiment clairement l'autre bord, on va dire. Et donc, tu es déraciné. Et quand je me suis intéressée, j'ai dit, c'est là où on m'a expliqué que c'est là où la solidarité entre métis en Afrique est née à un tel niveau où, parce que tu étais rejeté des blancs, ils ne s'occupaient pas de toi, en fait. Ils t'ont juste balancé et tu étais rejeté aussi des noirs. Et en fait, c'est là où les métis étaient tout le temps entre eux. Et c'est là où cette forte communauté, en tout cas en Côte d'Ivoire, il y a une forte communauté métissée, ou même en Afrique de l'Ouest, est née. Ils ont commencé à se soutenir comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu les grandes familles de métis, les unions qui sont nées. Et qu'est-ce que ça a développé chez eux? Ça a développé du racisme, qu'on se le dise. Ils ont commencé à être racistes des noirs et même des blancs, parce qu'on leur disait clairement que les noirs étaient des indigènes. Moi, celle que j'ai interviewée, c'est une mamie de 80 et quelques années qui a fait ses foyers. Elle m'a dit qu'elle a retrouvé sa mère des années après qu'elle avait 50 ans parce qu'elle a fait la recherche de se réconcilier avec ses racines. Mais elle te dit, on te déracine du jour au lendemain. Elle, c'était une malienne. Tu te retrouves dans un foyer, elle ne parlait pas français quand elle allait. Pendant 3 mois, elle était muette et après, on te dit, on te coupe de ta culture, tu dois parler que le français. Naturellement, elle dit que c'est humain que tu vas te créer forcément avec le métis qui vit la même chose chez toi, cette proximité. Et c'est comme ça que, c'est pas si long que ça, la colonisation. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu cette forte communauté et qu'il y a eu ces clichés, en fait, qui sont venus sur les métis, que eux, ils aiment ressentir, eux, ils font le malin, etc., etc. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, avant de coller des étiquettes, renseignez-vous sur l'histoire. Parce que personne ne naît, en fait, en se disant, celle-là, est prostituée ou autre. Parce que c'est vrai, c'est triste à dire, mais effectivement, il y en a même une que j'ai interviewée. Elle me disait clairement que, par exemple, en fait, non, c'est sa fille que j'ai interviewée. Et sa fille, c'est une amie à ma mère qui me disait clairement, par exemple, que sa grand-mère n'a jamais accepté son père. Pourquoi sa grand-mère n'a jamais accepté son père? Parce qu'elle, elle était métisse. Et que sa fille étant métisse, comment tu peux aller te marier avec un noir? C'est un indigène. Parce que c'est ce qu'on lui a dit toute sa vie, en fait. Toute sa vie. Et ça, en fait, c'est pour ça que je dis que moi, personnellement, je n'ai jamais été comme ça. J'ai tout le temps, vu que ce n'est pas mon vécu et que c'est vrai que j'ai vraiment eu la grâce d'être, je suis née dans la double culture, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas une culture qui a dominé sur l'autre, en fait. Tu vois, il n'y a pas une culture qui a dominé sur l'autre. J'allais à l'école française, donc à l'école, c'était l'éducation française, mais les écoles françaises, dans mon naissance même, je ne suis pas noire et ça choque souvent la communauté noire, mais on en parlera plus loin. Quand je le dis, parce que je dis non, si je dis que je suis que noire, c'est comme si je coupe mon père. Non, je ne suis comme pas si entière si mon père. Je ne peux pas nier mon père. Mon père, c'est 50% de mon sang, c'est 50% de mon identité. Au même titre que quand en Afrique, on me dit la blanche, je dis non, je ne suis pas blanche, je ne vais pas couper ma mère. Donc en fait, non, mais justement, moi, c'est cette
Voilà. C'est cette, en fait, c'est cette. Alors, il y a quelqu'un qui dit quelle vision. Moi, je vous invite en fait à parcourir la page. J'ai plein de fois défini le Black Love. Il y a tout au début, j'ai fait carrément, même pour les nouveaux abonnés. Donc, je vous invite à aller vous renseigner, pas juste vous connecter comme ça. Regardez, vous allez, j'en ai vraiment tout le temps, j'en parle et tout sur la page. Alors, oui, effectivement, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce côté double culture dans le sens où moi, j'ai eu des débats ici avec des personnes même pas seulement sur le Black Love Connection, mais effectivement, on en a parlé où il y a des personnes qui nous ont dit, écoute, moi, Natacha, je considère qu'une métisse n'est pas une femme noire. Donc ça, c'est clair qu'on a eu ce débat-là. Moi, quand j'ai discuté avec toi, je t'ai dit, et justement, tu vas nous en parler ici dans le cadre professionnel, où tu nous as dit, tu m'as expliqué qu'il y a eu des moments où tu es allé pour t'inscrire, je sais plus, tu me parlais d'une campagne où on t'a dit, écoute, on a atteint nos quotas de femmes noires. Ça veut dire que quelque part aujourd'hui, même en ayant ta double culture, en étant métisse on va dire, de couleur, de tout ce que tu veux, tu as quand même cette limite, effectivement, qui fait qu'on te visualise quand même, en tout cas, je ne vais pas dire peut-être pas la communauté, mais en tout cas, à l'extérieur de la communauté, je ne vais pas dire les occidentaux, je vais dire plutôt en tout cas, les blancs peut-être te considèrent plus comme une femme noire, en fait, dans le cadre professionnel. Et ça, en fait, ça m'a intéressé parce que moi, ce que je disais ici, et ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que aujourd'hui, dans le Black Love, comme je t'ai expliqué, parce qu'il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi la vision du Black Love, c'est que, idéalement, moi, ce que je mets en avant, en fait, c'est que il faudrait mieux qu'on se mette, on va dire, qu'on prenne les choses qui nous rassemblent plus de ce qui nous, comment dire, qui nous met de côté, en fait. Il y a quelqu'un qui dit trop blanc pour être noir, trop noir pour être blanc, effectivement. Et je disais dans un moment donné que si on prend Cindy aujourd'hui, on me prend moi, Natacha, on nous balance dans un village de Cucus Clan, je pense pas qu'ils vont se dire, elle est blanc, elle a un côté blanc, elle c'est une noire. Ils vont nous voir comme deux noirs, ils vont nous cramer tous les deux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, le métissage, surtout même, si on prend l'exemple même des États-Unis, on en a parlé justement toi et moi, parce que tu m'as dit que tu as pour avoir vécu là-bas, sur la pièce d'identité des Américains, au niveau de race, tu as tout race, tu as blanc et tu as noir. Et une métisse ne sera jamais mise dans un cadre noir, dans un cadre blanc, pardon. Elle sera considérée comme une femme noire. Donc, à partir de là, moi, j'essaie juste de faire comprendre aux gens que nous, ici, on n'est pas contre le métissage. Loin de moi, cette idée. C'est pas du tout ça. Mais on veut faire comprendre aux gens, et tu me diras ce que tu penses, en fait, c'est une femme métisse peut avoir professionnellement, au niveau de la société, peut rencontrer certaines difficultés liées au fait qu'elle ne soit pas totalement une femme blanche. Et c'est où je veux en venir aujourd'hui quand je te demande, est-ce que tu te sens aujourd'hui dans le Black Love? Parce que le Black Love, c'est le fait que Franklin, même s'il n'est pas vécu au Ghana, même s'il est quoi, ça reste un homme noir. Ça veut dire que il aura beau parler, s'exprimer de manière courtoise, parce que moi, j'appelle pas ça de manière blanche, il aurait un beau vocabulaire, il aurait une façon de se présenter totalement nickel, avec l'accent qu'il faut. Aujourd'hui, il pourra rencontrer des limites dans la société occidentale, pas que française, mais occidentale, liées au fait qu'il soit noir. Et en fait, à partir de là, en fait, on peut dire que tu es dans le Black Love parce que tu peux peut-être comprendre Franklin sur certains points. Et on va dire, tu pourrais plus le comprendre sur ces points-là que sur quelqu'un qui n'a jamais, entre parenthèses, vécu ou connu ce que c'est que le racisme et qui va te dire, oh, mais c'est rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Je vois. Non, exactement. Aussi, c'est dans ce sens-là, justement, je me reconnais dans le Black Love. Et je dirais que la problématique que j'ai, c'est que je peux me sentir justement rejetée par certains Black Lovers. Parce que comme c'est bien que tu en parles. Moi, je comprends. Voilà. Pour moi, je n'ai pas besoin d'être noire à 100% pour comprendre les problématiques que vivent les personnes noires et les femmes noires. Et justement, où pour moi, c'est la limite du Black Love, c'est que par exemple, tu vois, quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai déjà eu à faire pas des séminaires, mais oui, ce genre de séminaires, préparation de... Je me rappelle qu'il y a une année, je devais participer à une conférence sur l'estime de soi. Et j'étais, donc, on préparait avec toutes les autres intervenantes. Donc, il y avait des mamans même, mais des jeunes filles aussi, mais qui étaient... Donc, il y avait des métisses, mais il y avait aussi des noirs. Et quand moi, j'ai commencé à parler, en fait, où je disais que j'allais parler de la confiance en soi, c'était vraiment ça mon thème et tout. J'ai senti un rejet. Il y a tout le monde qui m'a fait comprendre que tu es métisse, tu es blanche, tu as des avantages. Tu ne peux pas venir te positionner et parler de confiance à quelque chose que, selon elle, je ne vivais pas. Et c'est là où ça m'a blessée parce que je me suis dit, c'est pas parce que je suis pas noire
que je ne comprends pas le mal-être qu'elles peuvent avoir, dans le sens où toute femme a ses réalités et toute femme a ses complexes, en fait. Toute femme a ses réalités où, en tant que femme métisse, comme tu l'as dit, je sais aussi ce que c'est que soit d'avoir un complexe rattaché à, je ne sais pas, un complexe physique. En tant que mannequin, par exemple, je connais les complexes liés à la forme, à la morphologie. Donc, en gros, même si, par exemple, je ne vis pas le rejet comme une femme noire à 100% de la peau, où forcément, on ne va pas se mentir, dans la société, le métissage passe un peu plus, même s'il y a des discriminations aussi. Mais quand tu as vécu certaines discriminations, tu peux te